Bonjour à tous, je suis Blaise Nicolet en charge du développement chez Pergame. Je suis bien sûr ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire, qui est d'ailleurs le premier de l'année. J'en profite, même s'il est un peu tard, pour vous souhaiter une très bonne année à tous au nom de Pergame et voilà, vous présenter tous nos voeux de tout ce qui fait une bonne année et des marchés qui nous aident, voilà, des clients contents. C'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Alors, ce dont on va parler ce matin, alors c'est un sujet qui fâche un petit peu, c'est le sujet de la gestion active et des ETF. Est-ce que c'est un faux débat? C'est vrai qu'on entend un petit peu partout la même phrase, et je crois qu'on a un graphe qui va permettre de chauffer à blanc tout de suite l'équipe de gestion sur le sujet, qui est un graphe dans lequel on perçoit bien que la gestion passive est en train de petit à petit grignoter la gestion active. Donc c'est un phénomène qui a démarré il y a déjà pas mal de temps, hein, puisque c'est une trentaine d'années. On voit que la gestion passive est même passée au-dessus de la gestion active. Alors finalement, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Est-ce que les ETF sont complètement en train de manger la gestion active? Alors, je ne vais pas vous spolier, mais quand même un petit peu sur les réponses qu'on va essayer d'apporter à ces questions. Bien sûr que ce n'est pas notre sentiment, bien sûr que la gestion active, elle n'est pas morte, et c'est tout simplement la raison pour laquelle on est là ce matin. Vous inquiétez pas, on ne va pas baisser le rideau et se dire au revoir, même si on est des gens très sympathiques, comme vous allez le voir. Mais je pense qu'on a des bonnes idées à mettre en avant sur ce sujet, et des bonnes idées et des bonnes questions auxquelles on va essayer de répondre, et qui sont des questions finalement qui tournent sur des sujets de marché que vous avez déjà perçus, évoqués, entendus, mais qui est l'hyper-concentration dans laquelle on se trouve aujourd'hui sur les marchés. Est-ce que finalement, cette situation, c'est une situation pérenne, ou est-ce que les choses peuvent être amenées à évoluer et rendre finalement aussi beaucoup d'intérêt à la gestion active? Et une deuxième question qui est également le moment de marché dans lequel on se situe. Voilà, c'est un moment de marché où finalement les choses peuvent se dérouler un petit peu différemment. Je pense que c'est une question que tout le monde se pose, à laquelle il n'y a pas forcément de réponse évidente, mais voilà, vous allez voir la nôtre. Et puis, deuxième approche sur ce sujet de la gestion active, est-ce qu'il reste finalement des pans de marché, des zones qu'il est beaucoup plus efficient d'exploiter au travers de la gestion active qu'au travers d'ETF? Comme d'habitude, dans tous nos webinaires, sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous avez envie de poser. On essaiera de respecter un timing et de répondre à la fin de la présentation à l'ensemble de ces questions. Et puis, vous recevrez bien évidemment également le support de présentation. Comme on est en début d'année, on ne peut pas s'affranchir et on va démarrer par ça. Donc, je suis accompagné, comme vous l'avez vu, d'Alexandre Fercy, qui est directeur de la gestion collective chez Pergame. C'est toujours important et intéressant, voilà, de rappeler le contexte dans lequel on se situe et de vous livrer quand même nos vues également. Et puis, on rentrera dans ce cœur du débat ETF versus gestion active en l'illustrant avec nos expertises. Et c'est l'occasion voilà, de faire participer aussi plusieurs personnes de l'équipe de gestion. Et vous verrez que sur cette thématique ETF gestion active, on a des vraies réponses à apporter avec des solutions qui sont très variées, très diverses et qui ne manqueront pas de vous intéresser, j'en suis sûr. Alexandre, je te laisse la parole. Je ne vais pas parler beaucoup plus, mais peut-être je t'interromprai pour des questions au fil de l'eau. Merci Blaise. Bien, je suis également ravi de vous retrouver pour ce premier webinaire 2026. Tout de suite, rentrons dans le dur de notre analyse macroéconomique. Alors, quelques messages importants à vous partager. Le principal driver des marchés, cette année encore, et comme les années passées, à notre sens, ça va être les banques centrales. Et on a un petit peu d'actualité, vu qu'on va avoir un nouveau président à la Fed, et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, potentiellement une baisse de taux OS2 côté de la BCE. Au niveau économique, plusieurs choses. D'abord, les États-Unis vont aujourd'hui toujours bien, même si les plus riches sont de plus en plus riches, les plus pauvres de plus en plus pauvres, et donc on a une reprise, on va dire, en cas sur la consommation. Mais la bonne surprise, c'est l'Europe qui va mieux, principalement par l'Europe du Sud, et puis le nouveau bazooka budgétaire en Allemagne devrait être un soutien fort à l'économie et donc par corollaire au marché.
Les marchés des taux, vous verrez, on voit toujours de la valeur dessus, notamment sur la zone 3-5 ans. Et sur les actions, on a quelques zones, quelques expertises où justement on pense qu'il y a encore du grain à moudre et on sera ravis de vous partager cela avec Benjamin Billard et Sovan Penn ici présents qui interviendront par la suite dans le webinaire pour vous justement présenter des solutions que l'on estime adéquates à cet environnement de marché. Évidemment, tout n'est pas rose, il y a quelques risques qui sont identifiés. En premier lieu, on pense que le dollar devrait continuer de se déprécier. C'est la volonté de Trump, c'est le sens économique, c'est le sens de la politique monétaire. Et évidemment, vous l'avez vu comme nous la semaine dernière, tous les jours, beaucoup d'interrogations sur l'IA, qui vont être les gagnants, les perdants. Donc, très intéressant cette période dans laquelle on évolue aujourd'hui. Je vous rassure, ce n'est pas la fin du monde, on va s'en sortir. Et justement, on espère vous accompagner pour naviguer dans cet environnement chahuté. L'économie, alors, comme on l'a dit, les États-Unis, ça va toujours bien, toujours plus de croissance qu'en Europe, toujours moins de chômage. Après, il y a toujours des interrogations sur l'inflation. Est-ce que la politique mondiale de réindustrialisation va être inflationniste ou pas? Est-ce qu'on va à nouveau avoir une explosion à la hausse des matières premières qui pourrait conduire à l'inflation? Et puis, n'éludons pas le sujet de la dette américaine, des twin déficits qui sont quand même particulièrement élevés et est un facteur de risque sur le marché au niveau du déficit et du dérapage de la dette US. Les matières premières, alors on l'a évoqué rapidement sur le dollar, il y a clairement un trend baissier qui est en place depuis plus d'un an maintenant. Ça fait les affaires de Trump, hein, pour ne rien se cacher, et il n'y a aucune raison que ça aille dans l'autre sens. Point important, c'est que le dollar valeur refuge, eh bien, ça ne semble plus être le cas aujourd'hui, et le phénomène de dédollarisation du monde devrait accentuer ce mécanisme. Le Brent, le baril, alors globalement, il y a une inadéquation entre l'offre et la demande aujourd'hui. C'est pour ça que le baril est dans les zones où il est aujourd'hui, mais on n'est pas à l'abri quand même de quelques tensions géopolitiques qui pourraient se matérialiser par une réduction de l'offre, comme on le voit en ce moment en Iran, et donc pourrait avoir des petites secousses, des spikes qui feraient que le dollar monte, le baril monte sur ces événements géopolitiques. L'or, alors beaucoup de leviers dessus, comme on a pu le constater dans les mouvements de la semaine dernière. Une matière première perd 10-15%, il faut quand même s'interroger dessus. Pour nous, ça ne remet pas en cause le trend haussier de la relique barbare. Pourquoi? Parce qu'on a tout simplement des banques centrales à la manœuvre qui continuent d'acheter le métal jaune, notamment dans les banques émergentes. Et donc, au-delà, on va dire, de la saison des mariages en Inde où on achète de l'or physique, il y a des vrais acteurs beaucoup plus importants que sont les banques centrales qui sont actifs dessus et qui soutiennent l'or. Et le Bitcoin, alors on ne va pas vous annoncer qu'il va à 0 ou à 1 million en fin 2026 comme certains, même certains influenceurs, mais par contre on le suit parce que c'est un facteur de risque aujourd'hui, un facteur de tension, c'est une traduction du stress dans les marchés financiers. Donc c'est important de le suivre. Il semble trouver un nouveau point d'équilibre autour de 70 000 $, donc intéressant. Et c'est intéressant de noter que la narrative autour du BTC, du Bitcoin, qui est une narrative très proche de l'or pendant longtemps sur le sujet de l'inflation, est beaucoup moins prégnante et voilà, l'actif corrige alors que finalement la narrative inflationniste, trame de fond, elle est toujours là, ce qui est assez surprenant et comme tu disais, c'est un risque vu la taille du marché aujourd'hui puisque c'est 4 trillions, donc ça pèse quand même relativement lourd et ça peut avoir des conséquences en collatéral.
Alors, sur les taux, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des courbes de taux américains, allemands, qui sont normatives, c'est-à-dire que le court rémunère moins que le long. On a une vue très forte, non pas sur les taux, mais sur la forme de la courbe. Et le sens de l'histoire, comme on le voit sur le graphe en haut à droite, c'est clairement une pamplification qui devrait continuer de s'accentuer. La bonne nouvelle pour les porteurs obligataires, c'est que qui dit pente dans le monde obligataire dit escompte de performance future, et donc se positionner sur la zone 3 à 5 ans, notamment en Europe, où on a quand même pas mal de visibilité. Je pense que c'est un pari gagnant. Sur les taux 10 ans, au regard des politiques monétaires qui devraient converger, on pense que également les taux 10 ans devraient converger. Alors, les banques centrales, c'est ça le gros thème de l'année. Clairement, la Banque centrale européenne, comme on le voit en bas à gauche, avait pris de l'avance dans son cycle en baissant déjà ses taux. On est aujourd'hui stabilisé autour de 2%, ce qui est en ligne avec les fondamentaux économiques. Et voilà, on commence à lire, c'est notre analyse, que potentiellement, il y a une probabilité non nulle qu'il y ait une nouvelle baisse, 0,25, 0,50 au S2, qui n'est pas pricé par le marché. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est ce qui n'est pas pricé peut potentiellement être perçu comme une surprise positive et donc soutenir les marchés, évidemment obligataires, mais aussi actions européens. Côté outre-Atlantique, la nomination de Kevin Warsh semble intervenir sous peu et il est faussement perçu comme un faucon à notre sens. C'est-à-dire qu'on pense que c'est quelqu'un qui est très pragmatique, qui va garantir l'indépendance de la Fed. Et pourquoi il a été choisi par Trump ? Parce qu'il devrait avoir le soutien du Sénat, alors que si c'était quelqu'un qui était trop inféodé, ça aurait été sûrement beaucoup plus compliqué. Je rappelle qu'il n'a qu'une voix dans l'ensemble du processus de décision du FOMC, mais il a une voix qui porte plus que les autres. C'est avec certitude que les marchés vont tester sa volonté et sa crédibilité. Et donc, on pense qu'il va justement réaffirmer l'indépendance de la Fed et ne pas juste obéir aux volontés de Trump. Et c'est pour ça que c'est une bonne chose pour nous et pour l'ensemble des marchés financiers. Alors, quelques points d'intention, évidemment. La Fed, on en a parlé, en haut à droite, on vous a remis les intentions de vote des membres du FOMC. Et vous le voyez, en 2026, il n'y a jamais eu autant de dispersion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de consensus et que certains militent pour des maintiens de taux, certains pour des hausses, certains même pour des baisses, et de manière très, très prononcée. Donc, une très forte dispersion, ce qui montre que justement, les marchés vont tester que va faire la Fed et quel va être son discours. C'est un risque qui est identifié. On pense que ça va être traversé et qu'on va en sortir gagnant à la fin de l'histoire. Deuxième point, c'est les midterms, les élections aux États-Unis. Ça semble acté que ce sont les démocrates qui vont gagner ces élections de mi-mandat. La question aujourd'hui, c'est quelle va être l'ampleur. Et là-dessus, il y a des grosses interrogations. On pense que Trump va se battre de manière assez forte, assez véhémente pour justement relancer la consommation, pour maîtriser l'inflation et faire en sorte que, même s'il y a des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, faire en sorte que le baril ne s'envole pas pour justement avoir le soutien du consommateur américain. Mais plus on va se rapprocher de ces deux échéances-là, plus il pourrait y avoir un petit peu de bruit et de volatilité dans les marchés. Donc, en synthèse macroéconomique, une Europe qui va de mieux en mieux, alors une Europe de Sud qui va toujours bien, et puis le game changer, c'est le budget allemand qui va être un plan de relance massif et qui va non pas seulement soutenir l'industrie de la défense, mais l'ensemble de l'économie européenne,
car je le rappelle, l'Allemagne est le premier partenaire de quasiment tous les États européens. Toujours des interrogations sur l'emploi US, mais bon, c'est normal, quand on a atteint quasiment le plein emploi, mécaniquement, il n'y a plus qu'un sens, c'est une légère dégradation. Je rappelle que c'est un indicateur retardé, et de par la période électorale que l'on connaît aux États-Unis, Trump ne peut pas se permettre qu'il y ait une dégradation forte du marché de l'emploi. Je fais une digression. Un des sujets aujourd'hui dans les marchés financiers, c'est qu'on aurait presque trop de stimulus entre d'un côté l'Allemagne, de l'autre côté la période électorale aux États-Unis. Les marchés sont aujourd'hui dopés. C'est pour ça qu'on a des belles performances boursières encore à ce jour et en 2025. On aime bien également la Chine avec pareil, un gouvernement à la manœuvre, j'ai presque envie de dire une économie pilotée, où là encore le gouvernement prépare des potentiels plans de relance pour soutenir la zone, l'Asie en général, et donc les marchés financiers. On vous a remis un petit calendrier des futures élections. Et dans les points majeurs de cette année, il y a les méga intros en bourse qui devraient arriver avec OpenAI, avec potentiellement SpaceX, et ça va être intéressant de voir à quel valo cela se fait. On parle de 1000 trillions de dollars. Des montants astronomiques. Donc, ça devrait arriver deuxième partie de l'année, mais on voit qu'il se passe quelque chose et ça va être très intéressant à suivre, et on va tenir la barre fermement justement pour naviguer dans ces marchés-là. Le marché du crédit. Alors, notre message, c'est un marché qui est particulièrement propice aux sélectionneurs de titres, aux bond pickers. Pourquoi ? Parce qu'on a des spreads qui sont, comme vous le voyez dans les deux graphiques en bas, qui sont relativement compressés. Et on se dit, oui, quel est le potentiel de nouvelles compressions ? Je vais vous répondre très directement, très peu. Très peu, mais dans une logique de portage, ça fait toujours du sens. Ce n'est pas désagréable d'avoir du 4-5% avec une maturité 2029 au hasard. Et à côté de ça, dans cet ensemble du marché, notamment à yield, qui est assez serré, il y a des opportunités, il y a des vraies valeurs qui rapportent 6, 7, 8, 10% pour certaines. Et si on fait bien nos devoirs, on décompose bien les comptes, on arrive à répondre à la seule question qui nous importe, qui est de dire, est-ce que l'entreprise va me payer mon coupon et va me rembourser ? Et là-dessus, on a quelques convictions très fortes qui soutiennent la performance de ce que l'on fait au quotidien. La bonne nouvelle, c'est que côté obligations d'entreprise, on a vu qu'on avait de la pente au niveau global, mais la pente des spreads d'entreprise est elle aussi présente, et donc on rajoute de la pente à la pente, ce qui fait un nouvel escompte de performance future. Dans le monde obligataire, il y a aujourd'hui clairement deux volets. Il y a d'un côté les obligations d'État qui sont chères à notre sens. Pourquoi ? Parce qu'on a des déficits qui augmentent, on a des dettes publiques qui augmentent, et donc il y a une dégradation générale de la situation. Et de l'autre côté, des entreprises, des obligations d'entreprise, corporate, qui, elles, ont des bilans sains, des free cash flow globalement élevés, des ratios de levée parfaitement maîtrisés, et qui marchent bien. Donc, notre conviction est de dire que les obligations d'entreprise sont beaucoup plus attractives en relative aujourd'hui que les obligations d'État. Alors, cerise sur le gâteau, c'est toujours plus confortable d'aller à la pêche dans un étang qui est bien nourri et de qualité, comme dirait un de mes collègues. Et mécaniquement, quand on voit des taux de défaut qui sont en dessous de 2,5 attendus en Europe, dans le marché global, voilà, on a quand même assez peu de chances de se tromper. Je rappellerai que je n'ai jamais eu de défaut dans ma carrière, et ça, c'est la traduction d'une économie qui est avant tout résiliente. Ce qu'on a connu sur le bruit qu'on a connu sur les marchés actions la semaine dernière ne s'est pas du tout propagé au crédit. C'est avant tout une crise de valorisation et pas du tout sur la qualité fondamentale des entreprises et leur capacité à rembourser leurs dettes.
Donc, vraiment une conviction très forte sur ces points. Les marchés actions. Alors, on va passer rapidement, vous le savez tous, on est quasiment au plus haut partout, sauf sur les émergents, qui a été un petit peu le parent pauvre ces dernières années, même si ça se reprend dernièrement, des perfs à deux chiffres malgré tout pour l'ensemble des marchés l'an dernier, donc un très bon cru boursier, et on pense que ça pourrait continuer. Alors, ces perfs-là, elles sont bien entendu biaisées par quelques valeurs, notamment aux États-Unis, et c'est pour ça, c'était notre thème, ETF version gestion active. En effet, il y a des marchés, on sait, c'est assez propice de faire des ETF, notamment le S&P 500, qui est cher en termes de valorisation, qui est au plus haut en termes boursiers, mais aussi en termes de valorisation, en termes de valorisation relative. Et c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué à battre pour une gestion active. Ce n'est pas le cas en Europe, ce n'est pas le cas dans les émergents, et on pense que ce sont des terrains de jeu sur lesquels on peut avoir une vraie valeur ajoutée. Encore une fois, jouer des ETF, c'est jouer la concentration du marché. Et quand le marché est déjà extrêmement concentré, est-ce qu'on a envie de poursuivre ce pari-là? Je n'en suis pas sûr. Nos perspectives financières, vous l'avez compris, les actions américaines, évidemment, on ne peut pas en faire l'économie, mais c'est quand même un marché qui est objectivement cher sur plusieurs métriques. Les actions européennes, eh bien, beaucoup plus intéressantes en termes de valorisation, et puis du vent dans le dos économique avec notamment l'Allemagne à la manœuvre. Et puis, les actions émergentes, on voit qu'il y a un nouveau souffle qui est en train de se créer. Côté obligataire, on l'a évoqué, deux salles, deux ambiances. D'un côté, les obligations souveraines qu'on va éviter, on a expliqué pourquoi. Et de l'autre côté, les obligations corporate qui, elles, nous semblent très intéressantes en termes de portage, mais aussi en termes de sélection de dossiers qui donnent du sel justement à notre gestion. Et enfin, la devise, le dollar américain, où on ne voit pas quelle force pourrait faire en sorte que le billet vert ne se dégrade pas dans les mois à venir. Alors, on va rentrer dans le cœur du débat. Merci beaucoup, Alexandre, pour ce panorama rapide macro. Notre objectif, vous l'avez compris, il n'est pas idéologique, il n'est pas de faire le procès des ETF, mais plutôt de répondre à une question qui est très pragmatique, c'est la gestion active dans cet univers-là où, au regard du graphe que j'ai montré tout à l'heure, on pourrait se dire que la gestion passive a déjà remporté la bataille, mais reste-t-il finalement un sens économique à la gestion active? Et puis, au-delà de ça, est-ce qu'on est dans une ère définitive de domination indicielle ou est-ce qu'on est plutôt dans une phase de marché qui prépare une forme de retour de la dispersion? Et c'est tous les sujets qu'on va aborder au travers de nos différentes expertises. Et je vois Benjamin qui est à l'écran. Bonjour Benjamin Billard, qui est notre gérant du fonds Action Internationale Best Holding. Et je pense que Best Holding, ça va être un premier thème qui va nous permettre de rentrer concrètement dans ce débat ETF versus. Oui, bonjour à tous. Investir dans les holdings, c'est bien sûr investir à côté de capital allocators de talent dans une forme d'alignement d'intérêts. Est-ce que c'est le seul marqueur qui présente finalement versus la gestion passive ETF quelque chose d'intéressant à travailler ou est-ce que tu as d'autres sujets à évoquer sur ton univers, sur ta gestion? Bien sûr, merci Blaise. Bon, je vais d'abord vous rappeler ce qu'on fait avec Best Holding et ensuite j'évoquerai le positionnement de notre fonds qui est en effet très différenciant. Donc PBH, comme tu le disais Blaise, c'est un fonds d'action international qui investit dans un univers propriétaire de holdings cotés de toute taille, tout secteur, toute géographie. Donc qu'est-ce que sont ces holdings? Ce sont des sociétés cotées en bourse qui détiennent des participations diversifiées et chacune avec ces participations ont chacune leur management autonome. Ce qui est important de dire, c'est que c'est un univers qui nous est propriétaire, qui ne peut pas être répliqué par des ETF. C'est de la vraie gestion active. Alors, pourquoi cet univers est intéressant? Alors, nous, on pense qu'il a trois avantages structurels par rapport aux sociétés cotées classiques. D'abord, l'alignement d'intérêts, comme tu le disais. Donc, nos dirigeants des sociétés qu'on a en portefeuille possèdent en moyenne, avec le board, 30% de la société.
contre 1,5% pour le S&P 500. Ils ont une vision long terme. Ils investissent au-delà, enfin à travers les cycles. La durée moyenne de mandat des CEO du fonds Pergam Best Holding, c'est 11 ans. Et c'est moins de 5 ans aux États-Unis pour les sociétés du S&P, encore une fois. Donc voilà, nous, on a une vision patrimoniale tournée vers la création de valeurs durables. Et aussi, on a le troisième caractéristique de notre univers, c'est d'avoir peu de bureaucratie. Donc, ce sont les bonnes holdings, elles délèguent la gestion, elles décentralisent les décisions qui se prennent au plus près des clients. Et elles ont des structures de coûts très faibles. Donc voilà, ça c'est la théorie. En pratique, notre univers d'investissement, il surperforme le marché de 1 à 2% par an sur longue période. Donc aujourd'hui, on a PBH. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est une bonne phase de marché pour nous? C'est parce qu'on a un positionnement très différencié. Alors je rappelle que depuis le début de l'année, l'Europe, Stock 600, progresse de 5% en euros, alors que le Nasdaq recule de près de 2%. Et donc nous, il me semble, et c'est une conviction partagée par la gestion, qu'on est peut-être à un moment de changement de paradigme où le marché se satisfait plus des seules annonces de hausse de CAPEX des grandes sociétés du Max 7, mais cette escalade des investissements est perçue comme un facteur de risque parce qu'il y a une grosse incertitude sur le retour potentiel de ces investissements. Nous, on est bien positionné par rapport à ce changement de paradigme. Le fonds est en hausse d'à peu près 3,5% depuis le début de l'année. Alors, on a un fonds de stock picking, un fonds de conviction. On a un actif share qui est supérieur à 90%. On a un top 10 qui est autour de 40%. Et avec 3 éléments de différenciation majeurs par rapport à notre indice de référence, euh, avec ces différenciations qui, vous le verrez, sont assez alignées avec les convictions de la gestion. Donc, on est très sous-pondéré sur l'Amérique du Nord, avec 25% par rapport à 60% pour l'indice. On est surpondéré sur les small caps, un peu par construction, hein, parce que l'indice, évidemment, sous-pondère les small caps. Et on est sous-pondéré sur la tech avec 15% par rapport à 25%. Et donc, on a d'autres moteurs de performance qui vont animer PBH. C'est l'Europe, donc avec une surpondération de l'Europe. Une vraie exposition au marché émergent qui n'est pas dans l'indice et une exposition au small cap par construction, sous-représentée dans l'indice. Et comme le disait Blaise et Alexandre, on est exigeant sur la valeur, on a une orientation plutôt valeur. Il y a des thèmes qui émergent dans le portefeuille, en particulier le plan de relance allemand, pour lequel on est très bien représenté dans le portefeuille. Quand on pense à notre espérance de performance, on a une valeur nette d'actifs de portefeuille qui devrait progresser de 9% par an. On est aujourd'hui à un point de décote par rapport à cette NAV qui est très important, autour de 28%, ce qui est élevé par rapport à une moyenne historique de 20%. Donc, en plus de la performance de la NAV, on peut espérer une réduction de la décote. Donc, voilà pour PBH et je vais passer la main. Juste une petite question, Benjamin, au sujet des performances, peut-être pour les rappeler. Alors, on voit sur le graphique que ça a plutôt bien fonctionné. Je rappelle à ceux qui regarderaient également le track record sur des moteurs de recherche comme Cantalis et autres, que cette gestion, elle a démarré en février 2023. Mais voilà, tout ce que tu as pu dire, on le retrouve quand même dans le graphe de perf, c'est important. Ouais. Et pour terminer, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que chez Pergam, notre approche n'est pas de vous proposer des solutions qui font doublon avec ce que vous portez déjà dans vos portefeuilles, dans les allocations d'actifs de vos clients, mais plutôt de vous apporter des solutions très complémentaires. Et c'est vrai que je connais bien l'univers des fonds internationaux avec lesquels vous travaillez, et ils ont de facto, pour beaucoup d'entre eux, un biais qui est très US et donc très croissance également. Et je pense que l'approche Best Holding, qui n'est pas ETFable, hein, puisque vous l'avez compris, on se constitue tout seul, notre univers d'investissement, il n'y a pas d'ETF. C'est, me semble-t-il, un véhicule parfaitement complémentaire de position action internationale que vous détenez déjà en portefeuille. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à nous solliciter pour creuser beaucoup plus loin ensemble avec Benjamin cette expertise.
Alors, Europe Quant, ça, c'est bien sûr une expertise que j'adore. Alors, vous allez m'entendre souvent dire, j'adore cette expertise, mais c'est une réalité. Voilà, j'aime beaucoup cette expertise qui est pareil, très complémentaire de ce que vous portez déjà en action européenne, notamment au travers de vos PEA. Voilà, il y a tout un tas de sujets de maisons historiques qui vous ont accompagné dans votre développement et qui ont plutôt des approches de gestion complètement actives. Là, c'est quelque chose de différent. Et je vais laisser la parole à Sovan Penn, qui est notre gérant du fonds Pergame Europe Quant, gérant quantitatif, qui travaille maintenant avec un analyste à ses côtés. Donc, on a voilà, un vrai commitment sur ce sujet, data, gestion quant, algo, parce que ce sont des réalités de marché à côté de la macro dont on a parlé qu'on ne peut pas ignorer. Alors finalement, est-ce que on peut exploiter la dispersion européenne de façon quantitative, avec méthode, sans intuition, sans ego, avec une grande discipline factorielle? Est-ce que c'est ça qui fait l'essence de ton fonds? Et est-ce que il y a des éléments voilà, peut-être complémentaires très intéressants pour nos clients à connaître sur ta gestion, la façon dont tu travailles? Et je rappelle juste à nos auditeurs que cette expertise, elle fera l'objet, bien sûr, d'une présentation et d'un webinaire dédié. Donc, bonjour à tous déjà. Alors, je suis le Sovad Pen, le gérant de Pergame Europe Quant. Pour répondre à Blaise, oui, bah, la gestion factorielle, les facteurs à mettre en avant chaque jour, c'est bon pour, enfin, la gestion quantitative permet de les trouver et ça passe dans notre processus d'investissement. Oui, Alors déjà, pourquoi la gestion quantitative est intéressante aujourd'hui? C'est de un, enlever le biais émotionnel que peut avoir la gestion traditionnelle, aller sur des valeurs qu'on connaît moins mais qui apportent beaucoup d'alpha. Ensuite, on peut, tout simplement screener l'ensemble d'un univers tous les jours. Donc c'est-à-dire tous les jours, nous, en étant sur un fonds Quant Europe, on va regarder les 600 entreprises, du stock 600 chaque jour et trouver chaque jour les rotations qu'il peut y avoir, qui sont plus difficilement décelables, en observant le marché tout simplement. bien sûr. Ensuite, on peut aussi utiliser des données hyper alternatives, la corrélation entre les actifs, la corrélation entre les facteurs, le Bitcoin, comment il réagit, par exemple, comment l'Europe réagit au Bitcoin, et cetera, à travers nos différents processus quantitatifs. Ce qui fait qu'on a un alpha généré très différent de ce que proposent les ETF, et cetera. Et de toute façon, ça se voit, dans les top positions de notre fonds versus celles de l'ETF. Par exemple, l'ETF, les top positions, ça va être, ASML, Novartis, Roche, qui sont, aucune de ces positions sont dans nos top positions, parce que nous, on va être plutôt sur du Raiffeisenbank, de l'International Airlines ou du Forvia. Donc, on propose quelque chose de totalement différent et ce qui est intéressant justement en complément, d'un ETF, Stoxx 600 ou Eurostoxx. Absolument. Pour revenir sur comment on gère le fonds, donc le fonds, c'est un fonds en multistratégie qui est composé donc de 2 stratégies totalement indépendantes. La première qu'on appelle rythme, qui va gérer au quotidien les rotations qu'on peut observer dans le marché. Elle va prendre en considération 3 grosses données. Donc de un, le momentum. On va d'abord investir que sur des actions qui ont une bonne tendance, donc qui ont moins de risques en général en ce moment dans le marché. On va ensuite étudier le risque de retournement sur ces acteurs-là pour savoir si c'est un bon timing d'investissement. Et on a, enfin un processus qui cherche des timings, au quotidien pour, rentrer dans une action. Donc cette stratégie-là compose la moitié du portefeuille, donc 20 actions. Donc celle-là, elle est quotidienne et on a une stratégie plus mensuelle qui là, va d'abord chercher à comprendre quel facteur entre value, momentum, quality et growth est en train de s'exprimer et en train d'apporter le plus d'alpha dans le marché en ce moment. Donc, une fois qu'on a cette étude-là, on va étudier toutes les données fondamentales de notre univers avec du machine learning et on va pouvoir donner des notes selon ces 4 facteurs à l'ensemble des actions de l'univers. Ce qui va ensuite, nous permettre de constituer un panier en sachant, heu, quels sont les facteurs à utiliser en ce moment. Donc, sur les 2 dernières années, c'était surtout, value et momentum qui étaient omniprésents et qui apportaient le plus d'alpha dans le marché. On va constituer un panier justement qui correspond à value momentum en ce moment.
de 20 actions qu'on va porter plus long terme et où on a une conviction, entre guillemets, plus fondamentale, même si ce n'est pas notre métier, afin de faire un bon socle du portefeuille. Donc voilà, c'est le Est-ce que ça. Peut-être on va jeter un petit coup d'œil aux performances. Je ne sais pas si on les a fait figurer. Mais alors, même chose, hein, je vous rappelle que cette gestion est implémentée dans le portefeuille depuis un peu plus d'un an maintenant. Donc, de la même façon, si vous regardez ce fonds sur les moteurs de recherche, il faut regarder son track sur un an. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette approche, et c'est très révélateur de la façon dont on travaille chez Pergame, c'est qu'en fait, Sovan, on le connaît depuis des années. Il est arrivé chez nous il y a quelques années. On travaillait auparavant ensemble, puisqu'il était chez une de nos contreparties, déjà sur ces sujets quantitatifs. Et puis, on a démarré sans mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on a fait tourner des modèles, d'abord sous format Excel, hein, tout simplement. Puis, on lui a confié du vrai argent, parce qu'à un moment donné, les modèles, c'est sympa, mais il faut du vrai argent dans les mains. Ça ne se passe jamais de la même façon. On a structuré donc un AMC qui nous a permis de valider la pertinence du modèle, de valider un track record assez extraordinaire, puisque c'est plusieurs centaines de BP de surperf par rapport au bench, avec très peu d'overlap, etc., comme ça a été expliqué. Et on en a fait effectivement une stratégie purement, complètement dédiée, encapsulée dans un compartiment de notre SICAV et qui tourne donc live depuis un peu plus d'un an avec un track record qui est très bon, en tout cas un track record qui correspond exactement à l'objectif qu'on s'est fixé sur ce portefeuille. Et je termine juste avec un petit point qui est intéressant aussi, c'est que peu de maisons de notre taille, indépendantes comme nous, ont fait cet effort de s'engager sur ce sujet-là qui nous paraît pourtant fondamental. Et en fait, au-delà de la gestion du fonds, c'est une expertise qui est mise au service de la gestion sur l'ensemble des idées qu'on peut avoir. Elles vont passer par l'équipe de Sovan, par ces filtres qu'il a expliqués, quantitatifs, etc. Parce qu'une bonne idée macro, ce n'est pas ça qui fait de la perf. C'est à la fois une bonne idée macro, mais couplée aussi avec une bonne analyse du marché sur ses paramètres techniques. Donc, on sera ravis, même chose, de vous en dire plus à l'occasion d'un prochain webinaire qui sera également complètement dédié à cette stratégie quantitative. Et puis, d'ici là, on est bien sûr à votre disposition avec Sovan pour, en one-to-one, creuser le sujet. Je rappellerai juste un point sur ce fonds, c'est que c'est un fonds long only equity, Oui. Donc pas de short. Et je vois une question qu'on peut prendre tout de suite. Combien de lignes aujourd'hui Sovan en portefeuille et comment tu détermines tes pondérations? Alors, il y a 40 lignes dans le portefeuille. Le portefeuille, une action rentre en c'est un équipondéré de base, mais on laisse le drift des actions. Donc, une action qui a pris 100 va, au bout d'un moment, représenter 3,5, 4. C'est le bon exemple de Forvia, qui aujourd'hui est autour de 3,6 du portefeuille, parce qu'elle a une performance à plus de 80 depuis qu'on l'a acheté. Et sur la dernière question, qui est comment déterminez-vous les actifs avec des alphas? C'est à travers de nos deux moteurs, de nos deux process d'investissement qui permettent de sélectionner justement ces points-là. Mais on pourra faire un call dédié justement pour déterminer tout cela. Alors, je vais laisser la parole à Alexandre, mais on va terminer ce panorama des expertises gestion active non ETFables sur la classe d'actifs obligataires, qui est une classe d'actifs que je connais bien depuis bien sûr très longtemps. Et c'est vrai que ce sujet ETF versus gestion active sur l'obligataire, notamment quand on parle du crédit corporate, m'a toujours interpellé parce que ce marché obligataire, c'est un marché qui est très différent des actions. C'est un marché un peu à l'ancienne, finalement, qui est un marché de gré à gré, qui se traite encore à la voix, comme on disait avant. Et de facto, on comprend tout de suite que cette structure même de marché le rend difficilement ETFable. Alors, Alexandre va répondre à la question. On peut appréhender l'univers obligataire en achetant des séries complètes sur le mail, le crossover, etc. Mais finalement, il y a quand même d'autres façons, et c'est celle qu'on a adoptée, de travailler ce marché du crédit corporate. Alors que nous, on a travaillé au travers d'un fonds à maturité, parce que c'est bien évidemment beaucoup de confort pour vos clients, pour vous, partenaires, d'avoir cet horizon qui est un horizon 2029 chez nous. Et Alexandre reviendra dessus. Pourquoi 2029 ? Et puis, effectivement, au-delà de ça, je pense qu'il y a
des histoires de dossiers, de l'idiosyncratique qui rendent la gestion active extrêmement attractive quand on parle d'oblique corporate. Merci Blaise. Alors, d'abord, le fonds s'appelle Oblig Impact 2029. Donc, tout est dans le titre. Fonds daté 2029, mais à impact. C'est-à-dire, c'est un fonds article 9, donc, qui répond aux plus hauts standards ESG. Donc, c'est important pour… je sais que certains de vos clients peuvent avoir une sensibilité. Alors, vous allez me dire de moins en moins, mais en tout cas, elle peut exister. Pour remplir une poche prudente obligataire avec des critères ESG, ce fonds-là répond aux plus hauts standards. Vous allez me dire, bah oui, mais le ESG, c'est bien beau, mais est-ce que ça me coûte? Est-ce que ça me détruit de la performance? Alors là, un bon graphe vaut mieux qu'un long discours. Et ce n'est pas désagréable de vous présenter justement cette performance-là, où on est à 9% depuis le lancement du fonds en juin 2024. Et donc, la réponse est dans la question. L'ESG a même été un support, finalement, ça a été protecteur dans ce marché-là, vu que aujourd'hui, la performance sur 18 mois le prouve, et aujourd'hui, on offre encore un rendement à maturité qui est supérieur à 4%. Mais comment réaliser une perf finalement proche du high yield avec un portefeuille en notation moyenne investment grade? Alors, très bonne question. Merci Blaise. En effet, le marché de l'IG, l'investment grade, l'an dernier, c'est 1,80%. Et le high yield, on est à 4,90%. Donc, si le fonds fait une performance supérieure à 4%, on est mécaniquement plus proche du high yield avec une notation moyenne, je le rappelle, qui est investment grade triple B. Eh bien, ce n'est pas un fonds buy and hold, c'est un fonds buy and watch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va travailler chaque ligne du portefeuille, on va faire un travail de fourmi, d'aller gratter 10 bips par-ci, 15 bips par-là, en arbitrant les positions du portefeuille et avec une véritable gestion active à travers du cadre qui nous est défini, qui est de faire de l'impact, d'avoir 2029 et d'avoir une très large majorité investment grade. Donc, aujourd'hui, je suis à 30% sur le marché du high yield. On pourrait monter techniquement à 40%, mais au regard de la performance et de la robustesse du portefeuille et de l'environnement macro, je suis très confortable à maintenir ce positionnement. Et au contraire, si on a un petit écartement sur les spreads, je serais ravi d'aller cueillir le marché pour renforcer cette poche high yield et augmenter le taux actuariel qui, je le rappelle, fera la performance future de vos clients. En termes sectoriels, pas de biais marqué. Certains disent le marché obligataire, c'est avant tout des banques. Ce n'est pas le cas dans le fond, c'est une très large majorité corporate, donc c'est important. Et on a de quoi s'exprimer dans notre univers d'investissement, aussi bien sur le marché IG que le marché high yield. Je rappelle que c'est 100% euros, donc pas de risque de change. Et quand on dit 2029, on a l'impression que c'est du 3 ans. Mais c'est décembre 2029 et nous ne sommes qu'en février 26. Donc, on est plus proche de 4 ans. Autrement dit, il y a encore pas mal de performances, je pense, en tout cas, à aller capter sur les 4 prochaines années. Merci beaucoup, Alexandre. On a essayé de respecter le timing. Je vais faire juste une petite conclusion sous forme de teaser. Alors, vous avez à l'écran l'ensemble des partenaires avec lesquels vous pouvez travailler sur notre offre. Cette liste, bien sûr, comme je le rappelle à chaque fois, n'est pas exhaustive. Je fais toujours appel à votre aide si vous avez envie de creuser, de travailler sur un des sujets chez nous. N'hésitez pas, bien sûr, à en faire part à vos partenaires assureurs et à nous accompagner pour étoffer ce référencement. Je vais juste faire 2 teasers en guise de conclusion. Un premier est sur une stratégie private equity liquide qu'on a structurée chez Pergam depuis plus d'1 an maintenant et sur laquelle on va revenir vers vous, bien sûr. Ça fera aussi l'objet d'une présentation dédiée, d'un webinaire dédié. Alors, c'est très provocateur parce que private equity et liquidité, c'est comme essayer de faire rentrer un rond dans un carré, mais vous allez voir que sans se travestir, sans faire n'importe quoi, c'est un exercice auquel on s'est prêté et on a plutôt trouvé une solution qui est une solution adéquate, idoine. Et on n'a rien inventé d'ailleurs puisqu'on s'est inspiré de ce qui se pratique dans l'univers anglo-saxon. Et puis un deuxième teaser conclusion sur un sujet qui me tient moi beaucoup à cœur. Alors on a vu lors de cette présentation qu'il y avait des poches qui n'étaient pas ETF-ables.
Et on a bien perçu aussi également, notamment au travers des propos de Benjamin, que si le cycle de concentration touche peut-être sa limite, alors la question, elle est peut-être pas seulement de savoir où investir, mais finalement, et je trouve que c'est une bonne conclusion, la question c'est peut-être faut-il s'affranchir du bêta dominant qui est la représentation même des ETF. Finalement, est-ce que c'est une bonne idée d'aller vers les ETF ou est-ce que plutôt il faut s'affranchir de cette recherche de bêta? Et c'est exactement la réflexion qui nous a conduit à structurer et à lancer dans les jours qui viennent une stratégie purement alternative. J'en dis pas beaucoup plus, mais voilà, quand on parle alternatif, on pense tout de suite aux US, puisque c'est là-bas que la profondeur de marché est la plus importante. C'est sur cette zone que vous avez les meilleurs, même les Français vont là-bas. Alors, il y a quelques gestions alternatives en France, bien sûr, mais les plus performants et le plus grand nombre est aux États-Unis. Et on a structuré en s'associant avec un partenaire européen de premier plan une solution qu'on vous présentera bientôt et qui me paraît être très complémentaire, toujours dans le même esprit de ce que vous portez déjà, et qui est aussi une bonne façon de continuer à porter des actifs risqués. Nous, on est des investisseurs actions, hein, on a cet ADN très equity, et c'est vrai qu'on est dans des marchés, on l'a rappelé, qui ne sont pas très confortables, et se structurer une forme de hedge à côté, qui n'est pas un hedge par de la dispersion en termes de classe d'actifs, par de la diversification, mais qui est un hedge sous forme de stratégie de gestion différente. C'est plutôt là où il faut aller chercher, me semble-t-il, de la diversification. Et on sera ravis de vous en parler très prochainement, dans les jours qui viennent. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir été si nombreux, restés jusqu'à la fin, et je vous remercie au nom de toute l'équipe Pergame. 2026, vive l'alpha alors, Blaise. Absolument, vive l'alpha. C'est un très bon mot de conclusion. Merci Alexandre. À très bientôt en tout cas, et merci beaucoup pour votre participation. Merci. Merci, au revoir.